Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de cyclisme. On va faire le débrief de la 4e étape de Paris-Nice 2022. On va revenir sur tout ce qui s'est passé lors de ce contre-la-montre aux alentours de Montluçon. On reviendra donc sur l'étape du jour, on parlera du bilan des Bleus, des tops et flops, et puis on parlera déjà du gros morceau de demain. Première étape difficile en Ardèche. Ça va être un sacré morceau demain et puis les conditions climatiques ne vont pas être si faciles que cela pour les coureurs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo notamment sur les réseaux sociaux. Je pense qu'aujourd'hui la vidéo va être un petit peu plus courte parce que c'est un contre-la-montre et je ne vais pas avoir beaucoup de choses à dire au niveau de la stratégie des coureurs. Donc normalement la vidéo va être plus courte que les précédentes, mais vous savez cette fameuse théorie sur la chaîne, quand je dis la vidéo va être courte, normalement la vidéo fait 45 minutes derrière. Ça marche tout le temps. Premier moment donc de vérité avec ce contre-la-montre qui a permis de voir qui joue encore la gagne. Alors, il y avait déjà des coureurs qui avaient perdu des possibilités de gagner, hein, très franchement. Il y en a encore quelques-uns qui ont perdu, qui se retrouvent loin désormais au classement général. Et c'est vrai qu'on se dit que la Jumbo a quand même fait la bonne opération encore aujourd'hui du côté de ce contre-la-montre. Il y a quand même eu quelques surprises au niveau de ce chrono sur un parcours qui n'était pas évident. Je vous en avais parlé hier, hein, j'avais dit 180 mètres de dénivelé positif sur 13 km. Ça veut dire quand même qu'il va y avoir des petites côtes et que c'est pas tout plat. C'était pas un parcours non plus incroyablement dur, mais c'était un parcours quand même qui était légèrement exigeant sur certaines portions, notamment la bosse finale qui était vraiment un vrai mur, hein. On aurait pu se croire même un petit peu dans Montluçon, surtout qu'à un moment on faisait un demi-tour à côté du Cher, on aurait presque pu penser à Liège-Bastogne-Liège quand des fois on passe pas loin de la Meuse. Et qu'ensuite on attaque un mont ardennais, ça faisait presque penser à ça. Et puis voilà, on sait maintenant qui joue la gagne. Les Français n'ont pas été tous fantastiques, mais on reviendra dessus. Et puis on commence tout de suite même par le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je vais commencer avec Pierrot Latour, qui a fait un très bon contre-la-montre. Pierre Latour. Alors c'est vrai que depuis qu'il est chez Total, il en a quand même déjà sorti des très bons contre-la-montre, mais là pour moi c'est son meilleur. Il ne finit qu'à 13 secondes, ce qui est vraiment bien hein, sur un parcours comme ça. À 19 secondes pardon, de Van Aert, mais pas très loin de Ethan Etter. Hein. Il finit que 5 secondes derrière Ethan Etter, devant Bissegger, qui s'est un peu raté, mais devant Martinez, devant Vlasov, surtout McNulty, et derrière Mollema également. Et derrière, donc c'est plutôt un très bon contre-la-montre de la part de Pierre Latour. Et puis surtout, quand on regarde le classement général pour Pierre, il est toujours là, c'est-à-dire qu'il est certes à 51 secondes, mais il est 5e de ce classement. Quand on regarde que derrière lui, il y a Laporte, on ne sait pas si Laporte va résister dans les longs cols. Donc il y a une belle bagarre potentiellement pour être 3e demain, parce que déjà demain ça va être une grosse étape même pour Christophe Laporte, donc ça va être intéressant pour Pierre Latour. Alors certes Martinez il a quand même 15 secondes d'avance sur Martinez, presque 20 sur Vlasov, donc voilà il y a des petits écarts. Damiette est déjà à 30 secondes de Pierre Latour, donc c'est très intéressant hein, ce que pour le moment il fait. Un top 10 est tout à fait envisageable pour Pierre Latour, pour Tom Latour, ce qui serait très intéressant pour le français. Donc pour le moment, vous savez que pourtant Pierre Latour je l'ai pas mal critiqué quand même l'année dernière, mais je trouve que là cette année pour le moment il fait quand même une saison intéressante, même si encore une fois pour moi déjà demain, je pense que demain il va passer un Pierre Latour, mais j'ai un doute quand même sur le col du Turini. Ça c'est vraiment une question que je me pose. Est-ce que c'est le Pierre Latour de chez Total Energy? Sur ce type de col là il a rarement été performant, donc on verra comment ça va se passer, parce que voilà, là il a 50 secondes de retard sur Van Aert.
le 20e, qui est Hugo Houle, est à 2,04. Donc c'est-à-dire il n'y a qu'une 10, une 15 entre lui et la 20e place. Donc il peut encore perdre pas mal de positions s'il se ratait, notamment du côté du col du Turini. Et ça fait -3 hein, pour le point JR. Moi qui voulais tellement dire des horreurs sur l'équipe de Jean-René Bernodeau, je suis déçu. Oh, je suis déçu, c'est terrible. J'ai mis Stephen Kung. Alors c'est un contre-la-montre tout à fait correct hein, pour Stephen Kung, 10 secondes, quatrième, à 4 secondes de Rohan Dennis. Hein, si on regarde le temps des purs spécialistes sur ce chrono-là. Pour moi, c'était vraiment pas un chrono pour Stephen Kung, déjà parce que j'ai toujours trouvé qu'il était meilleur sur des distances un peu plus longues, Stephen Kung. C'est-à-dire, j'ai toujours trouvé que sur des distances au-delà de 20 km, ça commençait à être vraiment intéressant pour le Suisse, et qu'en dessous, il n'était pas toujours si performant que cela. Et puis que c'était un parcours quand même très vallonné, avec pas mal de changements de rythme dans certains endroits. Il y avait cette montée finale du côté de Montluçon, et c'est vrai que vu son gabarit, il est quand même, je dirais, plus grand que Rohan Dennis. Je n'ai pas vérifié. Pour moi, c'était vraiment pas un parcours intéressant pour Stephen Kung, qui fait voilà 1m93. Oui, il fait 10 cm de plus que Rohan Dennis, 10 kg de plus. Donc c'est vraiment pas l'idéal par rapport à un gabarit comme Rohan Dennis. On sait que Rohan Dennis, moi je l'ai trouvé que ces dernières années, là où il était le plus impressionnant, c'était sur les parcours vallonnés hein, au niveau du contre-la-montre. Et c'est vrai que Stephen Kung, il est bien parti, il a un peu souffert dans la montée, voilà. Mais il est plutôt bien parti, il a fait un contre-la-montre intéressant, et puis encore devant Bissegger, sur un parcours comme ça qui pour moi ne l'avantageait pas. C'est plutôt intéressant, c'est plutôt l'une des belles performances aujourd'hui. On passe du côté des flops parce qu'il n'y a pas de coureurs qui sont moyens. On peut juste regretter la non-participation de Ben O'Connor qui a abandonné. Hein, problème, un rhume, un gros rhume, je crois. Il est grippé, le coureur d'AG2R, donc c'est bien dommage parce qu'il était pour le moment très bien dans cette course. Puis ça aurait été intéressant de le voir sur le contre-la-montre. Clément Champoussin aussi dans son interview avait l'air de parler un petit peu du nez, donc on peut s'inquiéter un petit peu du côté d'AG2R. J'espère qu'ils vont pas tous se refiler un rhume. On passe aux deux flops du jour. Donc j'ai mis Guillaume Martin. On s'attendait pas, enfin moi je m'attendais pas à des merveilles pour Guillaume Martin dans ce contre-la-montre qui finit quand même 57e du classement général à 1,19. Ça fait quand même beaucoup sur 13 km, une 20 sur 13 km, voilà, ça fait quasiment du 10 secondes par kilomètre de perdu sur un Wout van Aert. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Je rappelle que sur le prochain Tour de France, on aura 50 km de chrono. Ça ferait donc du 5 minutes à peu près à la fin de ces 50 km de chrono. C'est trop. C'est dommage parce que Guillaume Martin, bon grimpeur, qui a des qualités de puncher, mais le contre-la-montre, c'est un domaine où il est vraiment en difficulté. Pourtant, je crois que chez Cofidis, on a eu quand même je vérifie, quoi que Valchad fait pas un bon chrono. Yonis Aguirre finit 55 secondes. C'est le premier Cofidis, donc il est troisième Cofidis. Deuxième ou troisième Cofidis, deuxième, j'ai l'impression. Donc c'est pas, c'est dommage parce que voilà, il a déjà perdu pas mal de temps dans ce début de Paris-Nice. Là maintenant, il va se concentrer vraiment pour la victoire d'étape parce qu'au général, Guillaume Martin, que je le retrouve, est 37e à 3,26. Donc pour le général, ça risque d'être quand même très très compliqué. Et en même temps, à 3,26, pour prendre les échappées, il reste encore quand même dangereux. Donc ça va pas être si facile que ça pour lui de rentabiliser, on va dire, ce Paris-Nice en termes de résultats. C'est dommage parce que voilà, sur un chrono comme ça, je pense que je regardais un petit peu sa position. Alors, on a eu que très peu de plans de caméra sur Guillaume Martin pendant toute la course. La réalisation n'était pas exceptionnelle sur ce chrono, puisqu'on a raté quand même l'arrivée de Pierre Latour, qui pourtant finit qu'à 20 secondes. Mais du côté de Guillaume, il se prend quand même donc 1 minute par Pierre Latour, par exemple. Donc ça montre qu'il s'est un peu raté. J'avais l'impression qu'au niveau de sa position, ça bouge pas mal au niveau des épaules. Et ça, on sait très bien qu'une position aéro, c'est vrai que c'est bien de la tenir. Donc si les épaules bougent, forcément ça perturbe le flux aérodynamique. Forcément, il peut pas aller aussi vite. Surtout que c'était quand même un contre-la-montre qui n'était pas un contre-la-montre de pur spécialiste où les
coureurs qui manquaient un peu de puissance pouvaient être performants, parce que le temps du vainqueur, c'est 48 à l'heure, 49, mais voilà, à 47 à l'heure, par exemple, vous êtes sur le temps d'Alex Kirch, qui est 21e, à 46 secondes. Donc voilà, il y avait moyen de faire au moins 10-15 secondes de mieux sur ce chrono. Et c'est pour ça que je suis déçu par ce temps de Guillaume Martin. Quintana, pareil, très surpris même par l'attitude de Quintana. J'ai un doute qu'il était à 100% sur ce chrono. Parce que, bon, alors déjà, il y a le coup du bidon. C'est vrai qu'il embarque un bidon pour 13 km. Bon, pas foufou, déjà. Mais surtout, dans l'attitude, j'avais pas l'impression qu'il était à 100%, Quintana. Alors après, je peux me tromper, hein, mais j'avais pas l'impression d'avoir du grand Quintana devant les yeux sur ce contre-la-montre. C'est dommage parce que Quintana, il était bien parti hein, sur ce Paris-Nice, et puis là, avec ce contre-la-montre qui n'est pas réussi, il est maintenant à une 55. Une 55, c'est beaucoup. Hein. Il est derrière Clément Champoussin, derrière Jack Haig. Donc déjà, pour aller chercher le top 10, il va falloir un petit peu cravacher. Et puis forcément, pour la victoire finale, ça va être compliqué. Il faut qu'il reprenne 2 minutes sur un Van Aert ou un Roglic. Donc voilà, ça commence déjà à devenir plus difficile. Alors que Nairo Quintana, vu ce qu'il a montré autour de la Provence, il est en condition physique. Mais le contre-la-montre n'était pas fou. Alors que pourtant, là encore, c'était pas un contre-la-montre pour pur spécialiste. Mais vraiment, dans l'attitude de Quintana, les quelques images qu'on a vues de Quintana, j'avais vraiment l'impression d'un mec qui ne le faisait pas à 50%, mais qui n'était pas à 100%. Il n'avait pas le goût du sang dans la bouche, me semble-t-il. Donc c'est un peu compliqué de réussir à performer sur un contre-la-montre quand on ne se donne pas, j'ai l'impression, et encore une fois, c'est mon impression, à 100%. Et c'est un peu dommage parce que sur un contre-la-montre de Paris-Nice, on sait que c'est un contre-la-montre qui fait 13 km. On sait que c'est un format de contre-la-montre, hein, je dirais 10-11 minutes, qu'on retrouve maintenant pas mal sur les grands tours. Donc pour se préparer, par exemple, à Copenhague, lors du contre-la-montre du Tour de France, on sera à 10 minutes de course. Hein. Donc c'est intéressant de se tester sur ce type de format-là pour être en place, pour être en forme. Mais là, ça n'a pas été vraiment très bon pour lui. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec Wout van Aert, le vainqueur du jour. Sacré perf quand même de Wout van Aert. Certes, bon, j'avais dit, Rohan Dennis est peut-être pas encore au top physiquement. Bon, il colle quand même 6 secondes à Rohan Dennis, c'est-à-dire du 5 dixièmes par tranche de 1 km à peu près. Mais surtout, il colle 20 secondes à Bissegger sur un format... Alors certes, Bissegger est passé à côté de son chrono, mais c'est quand même intéressant. Vlasov est quand même à 30 secondes. On parle quand même du même Vlasov qui était sur l'UAE Tour, hein, et qui avait fait un très bon chrono. Et puis il colle aussi 43 secondes à Adam Yates et à Mollema. C'est beaucoup. Almeida est à 47 secondes. Donc vraiment, Van Aert, il m'a fait une sacrée impression. Visuellement, parce qu'il passe très fort partout. On a la position pourrait être encore une chouille meilleure. Je pense qu'il peut être encore un peu plus compact, me semble-t-il. Mais bon, derrière, ça envoie des watts, quoi. Hein. Ça roule fort. Les épaules ne bougent pas. Hein. Le haut du corps est vraiment très stable. Voilà, à 49 à l'heure sur un parcours, encore une fois, avec 180 mètres de dénivelé positif sur 13 bornes, c'est vraiment bien, quoi. Hein. Et il colle quand même, encore une fois, 6 secondes à Rohan Dennis, 10 secondes à Stephen Kung. Bon, Van Aert, je rappelle, il y a des championnats du monde. Ça peut être intéressant de miser sur Van Aert sur les prochains championnats du monde. Hein. Et puis, il est maintenant une grosse épine dans le pied de Roglic parce que il a toujours une dizaine de secondes d'avance sur Roglic. Bon, on nous dit depuis le départ, Roglic est le leader de la formation. Sauf qu'on voit bien quand même que Van Aert, il joue sa carte à fond pour le moment. On verra demain. On verra surtout samedi, je pense. Mais pour Van Aert, pour le moment, la situation est très intéressante pour lui.
pour aller chercher la gagne. Alors, il faudra battre Roglic, mais ça va quand même commencer à être quand même sacrément compliqué parce que est-ce que ça pourrait pas se retourner contre Jumbo-Visma? Parce que samedi, imaginons que dans les 5 derniers kilomètres, Van Aert craque. Est-ce que Roglic va attaquer si vous avez déjà un Quintana qui, imaginons, a pris 45 secondes d'avance? Ou est-ce qu'on peut pas avoir un retournement de situation avec une équipe Jumbo-Visma qui panique complètement? J'espère que ça va être bien géré en interne chez Jumbo-Visma parce que c'est important pour Primoz Roglic. Mais oui, c'est quand même une grosse épine du pied. Là, à vous de Van Aert, alors bien entendu, Roglic fait quand même un bon chrono. Il finit qu'à 2 secondes, c'est une bonne performance. Il finit devant Juan de Nice. Bon, voilà, hein, il n'est pas champion olympique du chrono pour rien non plus, Roglic. Et puis, du côté de Laporte, là également, hein, c'est un chrono intéressant. Je dirais que Juan de Nice aussi, hein, on pensait qu'il n'avait pas des très bonnes jambes. Juan de Nice, il fait quand même plus de 49, quasiment 49 à l'heure. Et puis Christophe Laporte, bon, bah, il finit quand même 11e à 30 secondes, c'est un bon chrono. J'ai vu que Christophe Laporte avait Guidon Coudé. J'ai pas souvenir qu'il avait ça du côté de chez Cofidis, donc je pense que c'est l'apport de la Jumbo-Visma. Le guidon coudé, et pourtant j'avais pas l'impression qu'il avait un guidon peut-être fait sur mesure. J'avais l'impression que c'était plutôt un guidon coudé, mais comment dire, basique, on va dire. Je continue avec les coureurs au top, avec Simon Yates, le coureur de Bike Exchange. Très gros chrono de Simon Yates, hein. Je pense que ce matin, personne n'avait parié sur un top 5 de Simon Yates. Mais en même temps, j'ai le souvenir d'un chrono sur le Tour d'Italie. Alors c'était un chrono qui devait faire 6 ou 7 km avec une arrivée en bosse, où il avait été très bon, Simon Yates. Ça doit être 2019, je crois me rappeler, de tête, où il avait été très bon, Simon Yates. Donc c'est un format de chrono où il peut être très performant. C'est surtout que Simon Yates, là, au général, il n'est pas hyper loin, hein, parce qu'il a 49 secondes, Simon Yates, 4e. Mais vraiment très bon chrono. Alors il est parti un peu trop fort. C'est vrai que sur la deuxième partie de course, on voit qu'il était un peu en sur-régime à un moment, mais bon, après ça fait un très bon temps quand même, hein. Voilà, bon, la bosse finale, il a un peu plus souffert, mais très bon chrono de Simon Yates. On va voir ce que ça va donner dans le Turini. Mais Simon Yates dans le Turini, il peut être dangereux, hein. C'est là, 1800 mètres, c'est un type de montée, 15-16 km. Ça peut être un prétendant à la victoire finale, Simon Yates. Vraiment. Donc il faudra que Roglic s'en méfie, parce que Simon Yates, qui pourtant ne m'avait pas fait une grande impression lors de l'étape numéro 1, comme quoi des fois j'ai pas toujours le compas dans l'œil, aujourd'hui impressionnant. Et puis belle allure sur le vélo, hein. Parce que souvent les grimpeurs ils ont tendance à avoir les fesses qui bougent pas mal de la selle. Là j'avais l'impression qu'au niveau des fesses c'était très stable. C'est qu'ils sont toujours obligés de se remettre sur la selle, c'était le problème un peu Contador. Là j'avais l'impression que au niveau de la position il tenait vraiment très très bien la position Simon Yates. Et puis bien entendu l'avantage c'est comme c'est un petit gabarit, il peut être très compact sur le vélo. Donc il prend peu de vent. Donc ça c'était très intéressant. Et puis je termine avec les coureurs au top, avec Daniel Felipe Martinez également, bon chrono pour Daniel Felipe Martinez, qui est à 1,06 au général, qui aujourd'hui termine 10e à 28 secondes. J'ai envie de dire qu'avec Martinez, on n'est jamais déçu sur le contre-la-montre. Il est toujours très très bien placé, mais aujourd'hui il finit quand même devant Vlasov, devant McNulty, devant Mollema, devant Adam Yates. Ce qui est important aussi pour la hiérarchie dans l'équipe, hein, devant Adam Yates, parce qu'il devient le leader de l'équipe, hein, de facto. Devant Almeida, devant même un Yon Izagirre. Donc voilà, il fait un très bon chrono, Martinez, mais c'est un peu son habitude aussi, hein. C'est un coureur qui est toujours très bon dans cet exercice, surtout depuis qu'il est chez Ineos. Mais je crois que chez EF, c'est parce qu'il ne les faisait pas toujours à fond chez EF. Parce que des fois, je ne jouais pas toujours le général de course, mais je me souviens que chez EF, je me souviens de l'avoir vu très performant sur un chrono, champion de Colombie quand même. Et puis,
Vraiment très intéressant de le retrouver voilà, aux avant-postes. Et puis lui aussi, un coureur très dangereux avec des bonnes qualités de puncher, Daniel Felipe Martinez. Et puis encore une fois, dans la fameuse logique, Egan Bernal pas présent sur les grands tours, bah lui il se place quand même. Avec Rodriguez aussi, l'Espagnol, sont quand même les deux coureurs chez Ineos qui font une très très bonne impression. Donc ça, c'est très intéressant du côté de Martinez, là encore une fois, dans la hiérarchie de l'équipe, de se placer, de montrer, hé les cocos, je suis là, je suis performant sur le contre-la-montre, j'ai pas pris une branlée. Donc c'est un coureur, Martinez, qui prendra, je pense, de l'ordre de, je dirais, allez, une 32 minutes, peut-être sur tout le Tour de France au niveau du contre-la-montre. Bah là, ça commence à être très dangereux pour ses adversaires. On passe tout de suite au bonnet d'âne. On passe au flop. Premier flop du jour, c'est Joao Almeida qui finit quand même très très loin sur cette étape, le coureur portugais, enfin par rapport à ce qu'il est capable de faire. Ça, il sur un contre-la-montre de voilà, comme ça, 13 km. Là, il a été assez loin. 22e seulement à 47 secondes. Derrière son équipier McNulty qui pourtant fait pas un contre-la-montre incroyable. C'est quand même un peu la déception cette semaine UAE avec avec un Almeida qui veut quand même prouver qu'il a les épaules pour aller chercher le podium du Giro. Et puis de l'autre côté, un McNulty qui l'a dit en interview, je veux qu'on me donne des responsabilités dans l'équipe. J'ai envie de dire que cette semaine, il n'a pas fait bonne impression pour le moment. Le coureur américain. Alors, est-ce que ce sont des problèmes un peu de fatigue par rapport à un gros bloc de travail? Parce que c'est avec McNulty et Almeida, on les a vus quand même ces derniers temps en course. Est-ce que c'est dû à une petite maladie, un rhume ou autre chose qui peuvent arriver aussi en cette période de l'année? Ou d'autres soucis. Ça, c'est bon, la question qu'on peut se demander. Mais Almeida, c'est quand même normalement un bon coureur de contre-la-montre. Le fait qu'il se retrouve aujourd'hui à 47 secondes, en dessous de 47 de moyenne, et c'est quand même assez surprenant d'un coureur de ce calibre-là, de ne pas réussir à performer beaucoup mieux. Je continue avec Gino Meder. Gino Meder, c'est un début de saison compliqué, je trouve, pour le coureur suisse de la Bahreïn. On en a déjà parlé à l'UAE Tour, où j'avais dit son chrono était très mauvais. Sur l'UAE Tour, où il finit 15e, alors son chrono, il est 72e. Bah là, le chrono, c'est pas beaucoup mieux. Il finit 58e à 1 minute 19. Là aussi, Gino Meder, il veut montrer désormais qu'il a les épaules, enfin voilà, qu'il peut être performant sur les grands tours. On sait quand même que chez Bahrain Victorious, il y a quand même du monde. Par exemple, là déjà, Jack Haig, vous pouvez même compter sur un Wout Poels qui est capable de gagner des étapes et pourquoi pas de faire un top 15, même si bon, ça fait depuis longtemps qu'il n'a pas fait un contre-la-montre en étant performant Wout Poels, mais il y a quand même de la concurrence dans cette formation. Je pense à Caruso qui est en ce moment sur Tirreno, on peut penser à Landa. Et ça, Gino Meder, c'est quand même assez surprenant parce que moi j'ai le souvenir qu'il était capable de faire beaucoup mieux que ça sur les contre-la-montre. Et là, que ça soit sur le Tour ou là sur cette course-là, il n'est pas dans le rythme, hein, mais pas du tout. C'est assez surprenant là aussi, alors que, encore une fois, 13 km, un peu vallonné, ça correspondait quand même plutôt pas mal à ses qualités de coureur. Donc assez surpris de le voir aussi loin le Suisse. Mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, c'était pas vraiment la journée des Suisses parce que dernier flop de la journée, c'est Bissegger. Alors, qu'ils finissent dans le top 10, c'est pas non plus insultant par rapport aux forces en présence. Qu'ils finissent à 20 secondes, par contre, là, c'est un peu moins bien. C'est-à-dire que 1 seconde 5 au kilomètre par ses adversaires. Et puis quand on regarde, il est quand même devancé par un Pierre Latour, par Ethan Etter, par Simon Yates, par Stephen Kung. Bon voilà, puis même sur son attitude pendant le contre-la-montre, parce que lui on l'a beaucoup vu,
beaucoup de discussions avec son directeur sportif, et puis je trouvais qu'il était très en sueur. Alors je sais bien qu'aujourd'hui, bon, il y avait des conditions climatiques, j'avais dit c'était plutôt des conditions excellentes, hein, on va dire, 18 degrés, je crois qu'on nous indiquait sur France Télévisions. Euh, mais quand même, de le voir autant en sueur, regardez vraiment, il y a un moment, il y a un gros plan, où on voit bien sa tête et son nouveau casque. Il est vraiment en sueur à la fin du chrono, mais déjà à la moitié du parcours, il était en sueur. Il était déjà pas dans l'allure. Donc, est-ce que c'est un raté, tout simplement? Est-ce qu'il est juste pas en grande condition physique sur cette course? Après, ça fait partie des coureurs aussi, hein, Stéphane Bissegger, qui était il y a quelques jours à l'UAE Tour. C'est-à-dire, en 10 jours, ils sont passés de l'UAE Tour à des conditions plus hivernales. Alors, est-ce que ce choc thermique n'a pas été un peu trop difficile à gérer? Est-ce que ce décalage horaire, même sur celui, ça doit être 4 ou 5 heures, les Émirats par rapport à la France, est-ce que ça a eu également des conséquences physiquement? Mais enfin, là, il n'était pas bien. Moi, je le vois passer à l'intermédiaire. Bon, on sait déjà qu'il va pas faire un grand chrono, quoi. Il est pas bien, mais physiquement, ça se voit qu'il était pas bien. Donc pour quelle raison, là aussi, je ne sais pas, mais c'est un peu décevant parce que c'est vrai que sur l'UAE Tour, bah, il a battu Ghana, belle performance sur un chrono de 9 km. Là, 13 km, on sait que c'est quand même son format préféré, hein, entre, je dirais, 7 et 20, enfin 18 km, je dirais même. C'est là où il est le meilleur. Au-delà de 18, bon, je l'ai souvent vu où tu sens que sur la fin de course, il est un peu en difficulté. Mais là, c'est vraiment pas un bon contre-la-montre qui nous a fait Stéphane Bissegger. Donc j'espère que c'est juste une erreur de parcours pour le coureur cycliste suisse et surtout que ça n'est pas dû à un problème physique plus important. On termine avec l'étape numéro 5. On va regarder tout de suite le parcours de cette étape numéro 5. 3400 mètres de dénivelé positif. C'est un petit look quand même de classique de Ardèche et de la Drôme classique. Et on va reprendre notamment la côte de Saint-Romain-de-Lerps qu'on a vu, hein, notamment sur... Alors je sais plus si c'était Ardèche ou Drôme. Je crois que c'était à Drôme. Mais je peux peut-être me... Non, c'était Ardèche, pardon, Saint-Romain-de-Lerps. C'était dans le final de la classique de l'Ardèche. Donc des difficultés en voiture, voilà, 3400 mètres de dénivelé positif, ça fait donc un peu beaucoup. Vous avez 5 côtes au classement de la montagne, dont 3 côtes de première catégorie. Et puis un sprint intermédiaire également en bosse, donc ça va être très intéressant. On démarre à Saint-Just-Saint-Rambert pour cette étape de 189 km. Et puis on arrive à Saint-Chamond, pied de la première difficulté Enfin non, pas vraiment pied de la première difficulté du jour, il y a encore un petit peu de kilométrage avant. La côte de Croix de Chambouret, 9 km 6 à 6,6% de moyenne, ça sera le sommet de la journée même en niveau altitude, avec 1201 mètres d'altitude. La Croix de Chambouret, je vous la montre tout de suite. C'est long, c'est pas si facile que ça. On a quand même un passage entre le kilomètre 6 et le kilomètre 7 à 8,1 de moyenne sur le kilomètre. Et puis on a également un autre passage à 7,7 de moyenne entre le kilomètre 8 et le kilomètre 9. Ça va faire son petit effet. Hein, la croix de Chambouret, les gens vont sentir très vite s'ils sont pas en forme pour cette étape-là. Hein, ça va se savoir assez vite. Après la croix de Chambouret, on redescend vers Annonay au kilomètre 60, donc à 130 km de l'arrivée. Et puis on aura la côte de Saint-Geur-d'Ailly, ou Saint-Geur-d'Aix plutôt, 2 km 3 à 5,2% de moyenne, côte de 3ème catégorie. Elle est au kilomètre 178,5, c'est-à-dire à 110 km de l'arrivée. 2 km 3 à 5,2 de moyenne. C'est pas très compliqué, voilà, côte de 3ème catégorie. 2 km. Un passage à 6,2% de moyenne, mais rien qui devrait faire extrêmement mal, mais ça permettra aux échappés d'accumuler des points pour le classement de la montagne. On devrait, je pense, avoir un petit changement au niveau de ce classement de la montagne à l'arrivée à Saint-Sauveur de Montaigu. Et puis on aura un sprint intermédiaire à Étable, et puis on passera à Tournon-sur-Rhône. Tiens,
Départ d'une course, c'est la semaine dernière, tournons sur Rhône. Et puis on arrivera du côté de la côte de Saint-Romain-de-l'Herbe, donc 6 km 6 à 7,4% de moyenne. Côte de première catégorie, cette côte de Saint-Romain-de-l'Herbe. Et en fait, c'est surtout la difficulté de cette montée, c'est qu'elle est très irrégulière, avec notamment un kilomètre à 10% de moyenne entre 1 km 2. Et puis, vous avez un replat au milieu. Et puis, de nouveau, un mur assez violent, mais c'est assez irrégulier. Mais il y a du pourcentage. Ça va faire mal aux pattes. Et puis, cette côte de Saint-Romain-de-l'Herbe, qui, je dirais, est une côte de deuxième catégorie, mais bien corsée sur le Tour de France. L'avantage, c'est qu'elle est encore à 75 km de l'arrivée, mais ça peut permettre à certaines équipes peut-être de lancer des premières hostilités. Puis ensuite, on aura la côte de Toulon, 1 km 7 à 8,7% de moyenne. Celle-là, elle est à 60 km de l'arrivée au sommet. Côte de deuxième catégorie, la côte de Toulon. Vous voyez, c'est le premier kilomètre. Là aussi, beaucoup de pourcentage, 9, 8, 10,2%. Et puis ensuite, un peu moins sur le dernier 700 mètres à 7,3%, mais c'est un vrai petit mur. Voilà, ça va. On peut tenter de, par exemple, si on est à 1 minute de l'échappée, là, ça peut être une tentative pour tenter d'aller chercher l'échappée et de relancer l'échappée. On passera ensuite à Beauchastel et puis le col de la Mure. Souvenir, René Privat, côte de première catégorie, 7 km 7 à 8,1%. Dernière côte de la journée, répertoriée au classement de la montagne, vous allez voir ça a son importance. Col de la Mure, là aussi irrégulier au départ, avec un passage à 9,3%. C'est surtout beaucoup de pourcentage, plus de 8% de moyenne. On a encore un passage à quasiment 9 entre le kilomètre 3 et le kilomètre 4. 8,1 encore de moyenne sur les 700 derniers mètres. Donc ça va faire mal ce col de la Mure, surtout qu'on aura déjà fait pas mal de dénivelé positif. On sera à 35 km de l'arrivée, donc on peut se dire on est encore loin. Ensuite on a pas mal de descentes, puis, et c'est là où c'est un petit peu une petite particularité, un sprint intermédiaire à Saint-Vincent-de-Dufort, 4 km 8 à 5,4%. Pour moi, ça ressemble à un col de deuxième catégorie sur ce Paris-Nice. Donc voilà, il faudra faire attention à cette montée, puis ensuite descente. Et le sprint final, enfin si sprint il y aura, du côté de Saint-Sauveur de Montagu. Du côté de la météo, il fera entre 12 à 13 degrés. On aura un temps assez nuageux sur la route de ce Paris-Nice et surtout beaucoup de vent. Un vent qui viendra du sud, 25 km/h, mais avec des grosses bourrasques à 25-50 km/h minimum. Donc il faudra faire vraiment attention à ces bourrasques. Le vent sera plutôt de face sur le parcours, mais faire attention avec les bourrasques, ça peut tenter de créer des coups de bordure et faire surtout attention aux bourrasques. Quand vous êtes dans le peloton, on pourrait avoir des chutes dues au vent. Donc plutôt de face, mais faire attention, voilà, le vent aura son importance, ce qui fait qu'avec ce vent de face, on aura peut-être du mal à avoir de la bagarre et des attaques. Stratégie, soit une échappée, mais il faut quand même une grosse échappée vu le vent et avec beaucoup de retard par rapport au peloton. Donc ça me semble un petit peu compliqué pour le moment. Moi je pense plutôt à une bagarre entre leaders et un petit sprint avec un groupe, pourquoi pas, de 20-25 coureurs à l'arrivée. Du côté de mes pronos pour cette journée, j'ai mis Wout van Aert, bien entendu, s'il y a un sprint entre Crosto, c'est le coureur qui peut s'imposer dans cette journée, surtout quand on a vu le collectif de la Jumbo. J'ai mis également Adam Yates. Il y a deux cartes désormais dans cette équipe. On a parlé de Daniel Felipe Martinez qui a bien réussi son contre-la-montre. Adam Yates est un petit peu plus loin en général, mais ça peut peut-être lui permettre d'avoir une opportunité d'attaquer. Et puis avec deux têtes, ça peut être plus difficile à contrôler pour les adversaires. Et puis j'ai mis Guillaume Martin, 3,08, vous allez me dire l'écart est pas énorme, mais ça peut être suffisant pour attaquer dans le final et ne pas être trop trop menaçant pour le leader du général et un petit peu se relancer dans la course. Et puis la grosse cote, j'ai mis Pierre Latour. Se méfier quand même de Pierre Latour, il est en capacité de faire des bons sprints. Alors c'est pas Wout van Aert, mais il sait sprinter. Il a une petite pente de vitesse, Pierre Latour, donc si on arrive à 20-25 coureurs, il est en capacité de s'imposer. J'ai pas mis aussi, on pourrait pourquoi pas, même si je pense que qu'il est plus au maximum de sa condition physique Philippe Gilbert, mais il y a quelques années, Philippe Gilbert, un parcours comme ça lui aurait extrêmement plu. Le programme TV demain, Eurosport 2 à partir de 14h15, et puis sur France 3 à partir de 14h15.
40. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mériac Production. Ciao ciao!